Bonjour Anne Sergent. Bonjour. Vous êtes actuellement chercheur en sciences politiques chez INRAE Bordeaux et lors de votre doctorat, vous avez effectué dans le cadre de Sciences Po Bordeaux une thèse intitulée « La politique forestière en mutation, une sociologie politique du rapport secteur-territoire ». Donc ma première question pour vous relève de la pure curiosité. En quoi cela consiste d'être chercheur en sciences politiques à l'INRA ? Alors d'abord, être chercheur en sciences politiques à l'INRA, c'est très rare, puisqu'on est très peu. Donc l'INRA est principalement un institut, il y a des sciences du vivant, qui s'intéressent à l'agriculture, qui s'intéressent aussi de plus en plus à des questions d'environnement. Mais il y a aussi un département de sciences sociales, donc moi je suis dans un département de sciences sociales. Et dans ce département de sciences sociales, on a beaucoup d'économistes, mais aussi un peu de sociologues, et une infime minorité, quelques politistes, dont moi. Et donc ça veut dire essayer sur les thématiques sur lesquelles travaille l'INRA, que ce soit la gestion de l'environnement, des ressources naturelles, ou de l'agriculture, ou de la forêt, pour le coup, puisque moi je travaille sur la forêt, c'est de comprendre un petit peu mieux le contexte institutionnel, les politiques publiques, dans lesquelles s'opère la gestion, la protection, la conservation, le développement de ces secteurs-là, qui sont le secteur agricole, le secteur forestier, principalement. Voilà. Ok. Sur quoi est-ce que vous travaillez en ce moment ? Alors, moi, en termes d'activité professionnelle, donc j'ai une activité de recherche, puisqu'on fait plusieurs métiers en fait. Travailler dans un centre de recherche, on peut faire plusieurs métiers. Moi, j'ai une activité de recherche qui est sur l'analyse des politiques liées à la forêt. Donc, historiquement, dans ma thèse, j'ai commencé par travailler davantage sur les politiques forestières, donc les politiques associées à la gestion, à la protection des forêts. Sous le questionnement notamment, et c'est le questionnement de sciences politiques, c'était le rapport entre l'État et les territoires, la décentralisation, dans le cadre des politiques forestières. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur ces politiques forestières, pour faire donc un travail d'analyse d'évolution des enjeux politiques dans le domaine forêt-bois, mais aussi pour faire de l'évaluation aussi, un peu d'évaluation des politiques publiques, pour le compte souvent du ministère de l'Agriculture ou de l'ADEME. Et ce que je fais de plus en plus, c'est que je m'intéresse un petit peu moins à la forêt, mais disons plutôt à la partie bois, c'est-à-dire plutôt à la partie valorisation et surtout système économique associé à la valorisation du bois. Et donc là, ce qui m'intéresse plus, c'est comment la politique agit sur l'économie, et sur cette économie du bois en particulier, qui, dans un contexte de changement climatique, est très intéressante à analyser, puisqu'on va demander beaucoup demain à la filière bois, donc c'est une filière qui est en pleine transformation, et les politiques associées sont aussi en pleine transformation, donc c'est un sujet très intéressant. Ça, c'est pour la partie recherche. Et ensuite, j'ai une grosse activité aussi, et de plus en plus, de management de la recherche, c'est-à-dire que on pilote des projets, aussi on a toute cette partie-là, pilotage de la recherche, et j'ai la chance de piloter un grand programme de recherche nationale qui devrait débuter fin 2023, qui est un PEPR, c'est des programmes exploratoires pour la recherche, et ce PEPR s'appelle Forest, avec 2 T. Et donc c'est un grand programme de programmation, donc c'est nous qui allons programmer la recherche et la financer grâce à cet outil pendant 8 ans avec 50 millions d'euros, donc c'est un gros programme. Et l'idée là c'est de faire travailler les collègues scientifiques autour de ces enjeux forestiers, autour de 8 ans, et donc de les accompagner dans le montage de projets et dans le financement de projets de recherche. Voilà, mon activité. Ok. Dans votre thèse, vous évoquez notamment les travaux de Gérard Boutou, qui a posé les bases théoriques d'un modèle appelé l'État forestier. Donc, pourriez-vous nous expliquer ce qui se cache derrière ce terme et est-ce que la France est toujours un État forestier ? C'est une excellente question. Il y a eu très peu de travaux. Je suis le seul politiste qui travaille sur la forêt. Ah, vraiment ? Oui, en France, oui. Ah oui. Oui. Ah, vous êtes un cas unique. Je suis quasiment un cas unique. Il y a quelques exceptions, j'ai quelques collègues qui de temps en temps, moi je travaille exclusivement sur la forêt, donc il y a quasiment que moi. Et même à l'échelle européenne, on est très très peu en fait, on est un tout petit groupe. Peu de travaux, et donc notamment il y a eu ce travail qui a été fait par Gérard Boutou, alors qui date un peu, j'ai plus les dates en tête, mais ça va être des années 70-80. C'était 83. Ouais, 83, c'est ça. Et donc ce travail-là était très intéressant, c'était à l'époque, le travail de doctorat était des travails très minutieux. Oui, voilà, j'ai c'était vu ça dans votre thèse. C'est un gros travail, et lui, il avait fait un gros travail d'archives et de suivi. Et le cas de la politique forestière est très emblématique parce que c'est quasiment une des premières politiques sectorielles, c'est-à-dire la première fois où l'État s'est emparé d'un domaine d'activité et a même légiféré, puisque la première loi forestière, alors, il y en a qui les font remonter très loin, on va dire que les premières sont milieu du XVIIe siècle, les fameuses lois ou Colbert, qui voulaient pour les forêts, etc., pour les navires, la marine. Et donc l'État s'est très rapidement saisi de cette politique-là pour des raisons de souveraineté nationale et pour des enjeux stratégiques nationaux, parce que la forêt était à l'époque un enjeu très stratégique, puisque énormément d'activités dépendaient de la forêt. Or celle-ci était du coup très abîmée, on va dire. Et donc il y avait un enjeu de la sauvegarder.
Et donc très rapidement, l'État s'en est saisi. Et historiquement, s'est construit une politique assez idéale typique d'un modèle d'administration, on dirait d'aujourd'hui de type command and control, néocorporatiste, dans lequel s'est institué progressivement une administration assez conséquente, le rôle de l'expertise très très fort, l'expertise notamment des agents de l'État. Ces agents de l'État étant formés dans une école dédiée à Nancy, donc règne de la technique, de la norme aussi, de la règle, avec l'usage d'outils comme les taxes qui étaient appliquées à la forêt. Donc il y a tout un arsenal de règles et d'instruments d'action publique assez classiques, et une forte effectivement emprise de l'État, qui est toujours vrai. Alors, pour la suite de la question, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Oui, et en fait c'est revenu encore très fort parce que aujourd'hui, pendant longtemps, l'État l'a gardé parce qu'en fait, il savait pas trop quoi en faire, on va dire. Et puis pour des raisons un peu historiques, traditionnelles, et puis parce que personne s'intéressait vraiment à la forêt. Et il avait lâché un peu la bride quand j'ai fait ma thèse, il était en train de lâcher la bride, c'est pour ça que je questionnais l'approche territoriale. Sauf que depuis une petite dizaine d'années, en fait, depuis même, je dirais moi, depuis 2007, le Grenelle de l'environnement, où il a découvert que la forêt était une solution pour le changement climatique, d'abord pour l'énergie, aujourd'hui même pour la construction, etc. Et donc là, l'État a repris, encore une fois, réaffirmé encore plus, qu'il fallait qu'il soit le principal pilote de cette politique forestière. Et donc, il a eu tendance à se réaffirmer de manière très forte. Et donc, l'État forestier, c'est ça, c'est une logique d'action, l'idée qu'un enjeu stratégique qui légitime l'État dans ce rôle-là, un ensemble d'instruments, et puis des organes aussi administratifs. Alors, malheureusement, aujourd'hui, il n'a plus trop d'administration. Enfin, malheureusement, en tous les cas. La forêt. Oui, c'est comme partout. L'ONF. Alors, l'ONF n'est pas vraiment une administration. L'ONF est une agence qui est en charge de la gestion de la forêt, mais uniquement de la forêt de l'État. Et pour le reste de la forêt, puisque 70% de la forêt est privée, là, il y a une petite agence qui s'appelle le CNPF. Voilà. Mais bon, ils sont dotés de peu de moyens. Et puis après, aussi l'organe administratif au niveau de l'État, c'est-à-dire dans les directions de pilotage administratif, sont aussi de plus en plus réduites. Et donc, ils ont de moins en moins de moyens de pilotage stratégique. Or, ils ont de plus en plus d'attentes. Donc, il y a ce paradoxe qui se joue un peu aujourd'hui. Donc ça, c'est pour le contexte français, où on assiste vraiment à une réaffirmation très forte de cet État forestier, qui ne sait pas trop comment faire, d'ailleurs, parce que ça peut évidemment pas être le même que ni au 18e, ni au 19e, ni même au 20e siècle. Donc, il doit se réinventer. C'est pas très bien encore vers où. On retrouve ça aussi fortement en Europe, en fait. J'ai fait des travaux avec des collègues européens et on constate que malgré tous les appels à l'évolution de la gouvernance vers des bonnes gouvernances, c'est-à-dire une gouvernance un peu plus horizontale, un peu plus partagée, au final on constate qu'un peu partout l'État garde la main très fort sur les forêts. Donc si j'ai bien compris, l'État forestier c'est un État qui s'appuie sur la forêt pour une stratégie de puissance nationale. Voilà, okay. C'est un modèle d'administration des forêts qui place effectivement l'enjeu stratégique national devant les intérêts particuliers et les intérêts locaux. Ok. Donc dans votre thèse, vous avez choisi d'illustrer un de vos arguments. Donc là, en l'occurrence, c'est la politisation de l'échelle régionale en matière forestière avec la forêt des Landes. Donc pourquoi est-ce que vous avez choisi la forêt des Landes pour illustrer cet argument ? Alors, un argument pratique, c'est que, ayant fait ma thèse ici, à Bordeaux, il était beaucoup plus facile d'accéder à ce terrain pour moi. Ça, c'est la première des choses. Mais c'est pas totalement non plus inintéressant d'un point de vue de l'approche scientifique. C'est qu'en fait, ce qui se passe ici, ce qui se passe dans les Landes, dans le sud-ouest, mais effectivement autour du massif des Landes, est très intéressant à étudier parce que, alors, il n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe partout en France. Par contre, il donne beaucoup d'indications vers où tend à aller la politique forestière. Parce que ça inspire beaucoup ce que fait l'État, parce que quand je disais effectivement que l'État a des difficultés un peu à se projeter, etc., là, dans les Landes, il y avait des acteurs qui étaient très actifs, des acteurs privés, les propriétaires forestiers, l'ensemble des acteurs économiques étaient très actifs autour de cet enjeu de la forêt, puisqu'elle représente un potentiel économique important, une surface très importante, et donc elle faisait l'objet effectivement de beaucoup d'activités politiques. Donc pour moi aussi c'était plus intéressant que des territoires dans lesquels se passait moins de choses, et donc pour étudier un peu ces jeux d'acteurs et ces potentiels-là, c'était un peu plus intéressant. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce terrain-là, et puis c'est un terrain de jeu que je continue à pratiquer, aussi pour dire des choses, beaucoup de choses. C'est intéressant d'avoir un cas un peu idéal typique. Je m'adresse effectivement aux gens de la forêt pour donner des éléments sur la forêt, mais ce que j'essaye aussi de faire, c'est d'expliquer aussi aux gens, à mes collègues de sciences politiques qui ne travaillent pas sur l'objet forêt, qui travaillent sur d'autres objets, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce qui se passe en termes d'enjeux politiques en forêt, et ce qui se passe dans les Landes est un peu idéal typique, et donc c'est un peu plus facile à expliquer. Voilà. Okay. Donc ça a un intérêt, ce terrain-là, non négligeable, mais il ne faut pas se limiter à celui-là. Et donc c'est pour ça que j'ai travaillé aussi sur l'échelle nationale et j'ai travaillé aussi sur d'autres territoires. Donc est-ce que la forêt des Landes s'insère dans la stratégie d'État forestier ? Alors non, elle y est bien sûr, mais son activité a toujours été de s'en affranchir. Voilà. Ok, c'est intéressant. Oui, vous pouvez développer ? Alors ils ont toujours essayé de s'en affranchir parce qu'ils ont considéré qu'il y avait un particularisme
Donc il y a l'esprit girondin, ça qu'on connaît bien. Mais en plus de cela, ils ont revendiqué un particularisme de la forêt landaise, et donc en disant que, vu la configuration dans laquelle ils étaient eux, c'est-à-dire une forêt énormément gérée, très gérée, un système de défense contre les incendies, on pourra en discuter, mais qui était très performant. Ils avaient aussi toute une filière économique associée, et donc finalement ils étaient une sorte de cas à part dans le contexte français, et donc ils considéraient qu'ils avaient besoin du coup d'outils, d'instruments spécifiques, et qu'ils avaient aussi un ensemble de particularismes. Donc ils se sont battus très fortement, ils ont obtenu, même il y a que des exemples que j'ai développés dans ma thèse, donc vis-à-vis de l'État, mais aussi vis-à-vis des autres acteurs professionnels nationaux, ils ont toujours revendiqué un certain particularisme du fait de leur spécificité au regard de leur dynamisme, du niveau de développement économique et de gestion de cette forêt. Ok. Vous dites que les dispositifs contre les incendies étaient performants, mais avec les incendies de l'année dernière, on peut en douter. Alors, on peut en douter, pourtant, non, ce dont on peut douter, ou ce que ça nous pose comme question, c'est l'enjeu de ce qu'est demain, et au fait qu'on n'est pas préparé à demain. Pour le coup, le système de défense des incendies qu'il y a ici dans les Landes, donc principalement basé sur la prévention, et l'idée de détecter très rapidement les feux et de pouvoir les traiter très rapidement, le système qui a été mis en place ici, qui est toujours en place, qui était en place notamment avant les incendies de cet été, est un des plus performants d'Europe certainement, du monde peut-être, en termes de gestion des incendies. On cherche toujours effectivement à trouver la faute à quelqu'un. Là, en fait, pas vraiment on peut pas se dire, tiens, on avait mal fait. Non, compte tenu de ce qu'on savait, compte tenu de notre expérience, il était difficile de faire mieux, très honnêtement. Ce qui s'est juste passé, c'est qu'on est dans des situations qui dépassent tout ce qu'on pouvait attendre, tout ce qu'on pouvait anticiper en termes de rapidité, en termes de risque. Là, en l'occurrence, puisqu'on parle du risque, de risque sur les forêts, on a une accélération phénoménale des perturbations et du coup, pour l'ensemble des acteurs chargés de la politique et de la gestion, de l'incertitude vraiment grandissante dans laquelle on est. Et donc, le défi de demain va être de se confronter à ça. Cet incendie, effectivement, c'est vraiment un exemple idéal typique de se dire, alors il y a eu des critiques par rapport aux moyens d'attaque des feux, de gestion de l'incendie une fois qu'il est lancé. Donc ça, effectivement, on peut dire que du coup, l'expérience nous montre qu'il y a besoin de plus de moyens. Mais historiquement, en fait, il y a toujours eu énormément, c'est la zone où il y a le plus de départs de feu en France, ça a toujours été relativement bien géré. Il y a eu quelques écarts ces dernières années, mais globalement, le système était ultra performant. Parce que les gens sont très bien organisés, et parce que tout était très bien géré pour être très fort de ce point de vue-là. Donc c'est effectivement un peu injuste, mais ça nous met face aussi aux enjeux de demain, et que va poser le changement climatique sur les forêts de demain, avec des changements qui sont vertigineux en termes de vitesse et d'accélération. Okay. Est-ce que dans la lutte contre les incendies, on pourrait utiliser l'outil de la charte forestière des territoires ? Parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans votre thèse. Oui. Donc déjà, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est et expliquer si ça peut être utilisé ou pas dans le cadre des incendies de la forêt des Landes ? Alors, j'avais étudié les chartes forestières du territoire puisque, comme je vous le disais, à l'époque, au moment où j'ai fait ma thèse, donc dans les années 2007, ça faisait quelques années que émergeait une vraie velléité d'un ensemble d'acteurs de s'approprier un peu l'objet forestier, de pas le laisser à l'État justement, et de pouvoir retravailler aux différentes échelles, vu qu'il y a une très grande hétérogénéité en France, de se réapproprier un peu les enjeux forestiers, que les acteurs locaux puissent les réapproprier. Il y avait une demande de plus en plus grande parce qu'il y avait plein d'enjeux nouveaux, la biodiversité, l'accueil du public dans les forêts, etc. Et donc ces chartes sont sorties de ça à l'initiative des communes forestières. Parce qu'il y a plein de communes en France qui ont des forêts, se sont regroupées au sein d'une structure qui s'appelle la Fédération nationale des communes forestières. Et donc c'est elles qui ont un peu initié ça. Et l'idée d'une charte était à l'échelle d'un territoire homogène, un peu pertinent. Donc à l'époque les PI, des grandes communautés de communes, ou plusieurs communautés de communes, voilà, ou d'un parc naturel régional par exemple. C'était de faire discuter les enjeux forestiers, se les réapproprier, et puis animer un ensemble de programmes d'action associés à la gestion, à la valorisation des forêts, etc. Et donc, ces chartes-là, elles ont l'intérêt de construire les bases à la fois d'un dialogue territorial, pour se réapproprier ces enjeux-là, qu'est-ce qu'on veut en faire, quels sont les problèmes, quelles sont les priorités qu'on veut traiter, etc. Et puis, un programme d'action, mettre en place des actions spécifiques pour résoudre ces problèmes ou pour les traiter. Donc, c'est un outil pertinent aujourd'hui pour adresser, en tout cas cette logique-là, peut-être pas sous cette forme-là, mais cette logique-là est un outil pertinent pour adresser un des enjeux forts pour la gestion du risque incendie de demain, c'est de réintégrer la forêt dans l'aménagement du territoire, dans les territoires. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être gérées nationalement. Mais il y a un certain nombre de problèmes forestiers qui nécessitent d'être réarticulés avec les enjeux de territoire. Et finalement, on envisager la forêt un peu comme une infrastructure naturelle qu'on aurait dans nos territoires. Et comme toutes les infrastructures,
d'être géré aussi dans les documents de gestion et de planification territoriale. Or aujourd'hui, et c'était une des limites des chartes forestières de territoire, c'est qu'il existe très très peu d'outils pour agir au niveau local, au niveau territorial. Par exemple, dans un plan local d'urbanisme, les collectivités locales qui les rédigent n'ont aucun levier d'action. Elles ne peuvent rien faire sur la forêt. Donc, c'est bien d'organiser des espaces de débat locaux, mais s'il n'y a pas de levier d'action, hormis organiser une fête de la forêt tous les ans, ou de baliser 3 sentiers pour que les promeneurs puissent y aller et de mettre 3 aménagements avec des panneaux. J'exagère un petit peu, mais les chartes arrivaient des fois un petit peu que à ça. Je caricature. Mais c'était pas lié à la nature de l'instrument. C'est lié au problème de l'adéquation entre l'espace où on organise la délibération et l'espace où se prend la décision. Et quand les deux sont pas synchronisés, ça fonctionne mal. Donc la forêt aurait besoin de ça. Et moi, je pense que les incendies nous rappellent que il faut mieux organiser la place de la forêt dans les territoires. Par exemple, la question de la gestion des débroussaillements, vous avez entendu, on a dit il faut débroussailler. Oui, cette interface entre l'urbain et la forêt, il faut la gérer comme une grande infrastructure et pas en le réfléchissant juste à l'échelle de chaque propriété, chaque individu qui doit débroussailler derrière chez lui. Il y a un vrai besoin de gestion collective et de planification de cet enjeu-là en particulier, mais de beaucoup d'autres. Il faut faire des pistes d'accès, etc. Donc oui, je pense que les outils en lien avec des dynamiques territoriales seraient pertinents et sont des réponses à apporter. Malheureusement, pour le moment, c'est pas vraiment le cas. Mais... Ok, donc ça, c'est un peu une initiative qui a émergé des communes, si je oui, comprends. Oui. Ok. Et d'un point de vue plus étatique, dans un article récemment publié sur The Conversation, vous déplorez le manque de légitimité dont souffre la politique forestière. Donc pourquoi est-ce le cas et comment y remédier ? Alors la politique forestière, elle est peu légitime parce qu'elle répond effectivement, on le voit, à des grands enjeux stratégiques nationaux. Donc, dernièrement, ce qui a été privilégié, c'est, depuis la reprise en main de l'État, depuis le Grenelle de l'environnement en fait, de 2007, où on a décrété des ambitions fortes en termes de réduction de nos énergies grises et donc de développement des énergies renouvelables, et donc notamment avec le bois, qui représente une grosse partie des énergies renouvelables. On a sollicité l'État à dit j'ai besoin de la forêt pour faire ça. Et donc il a, en quelque sorte, défini une politique très intensive de production très forte, d'utilisation de cette ressource très forte pour répondre à ces objectifs-là et notamment aux objectifs énergétiques. Et donc finalement, cette décision-là, on le voit qu'elle est très décalée de la projection que les gens ont de la forêt. Là, les gens voient moins la forêt comme une ressource que comme un espace de vie, un espace de bien-être, un espace de... Voilà. Ils ont conscience qu'ils aiment le matériau bois, mais la forêt, donc il y a cette double dimension, mais la forêt est aussi un espace de vie et c'est un symbole de la nature, très fort. Au moment où un peu toute la nature paraît en vrille, les gens se raccrochent à quelque chose qu'ils arrivent à tenir. La banquise, on ne la tient pas tellement. La pollution au plastique, on ne la voit pas. La forêt, on la voit. Voilà. Donc c'est vrai qu'elle cristallise beaucoup ces attentes environnementales. Et finalement, il n'existe aucun espace pour que ça s'exprime. Parce que comment est organisée, j'appelle ça la médiation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on organise la discussion entre les intérêts individuels et la mise en politique de tout ça ? Eh bien, dans la forêt, ça s'organise à partir principalement d'instances professionnelle, interprofessionnelle et sectorielle, c'est-à-dire très verticale. C'est-à-dire l'État essaie d'organiser le dialogue avec les professionnels parce qu'il fallait les organiser pour couper plus de bois, gérer mieux la forêt, développer les industries, etc. Or, dans cette approche très verticale-là, effectivement, la population, les citoyens sont peu impliqués, peu associés. Et puis, encore une fois, c'est une dynamique aussi très nationale. Beaucoup de ces instances-là de débat sont au niveau national. Or, effectivement, le lien avec la forêt se fait davantage à des échelles locales, etc. D'où, effectivement, ce manque de légitimité de cette politique-là. Je ne dis pas qu'elle n'est pas légitime dans l'absolu. Peut-être qu'il est légitime de poursuivre cette politique au regard de nos engagements climatiques et environnementaux. Mais en tous les cas, vis-à-vis de la reconnaissance collective et publique, elle l'est peu. Parce qu'il existe peu d'endroits où elle se débat, où elle se discute, comme je l'expliquais tout à l'heure, les limites des chartes qui étaient dans cette idée-là, avaient des moyens finalement très limités et touchaient très peu le grand public. Et puis c'est très difficile. Donc, remettre la forêt dans les enjeux locaux, c'est aussi la remettre dans le débat local et potentiellement redonner une capacité aux acteurs de s'en saisir, d'y réfléchir, de donner leur avis, de voir aussi les contraintes potentiellement des choix, parce que ça peut être joli de dire je veux tout protéger, plus rien couper, et personne ne va en forêt. Quand ça s'embroussaille, quand on peut plus aller se promener dedans, et quand ça risque de brûler, les gens peuvent en avoir directement les conséquences. Donc c'est faire prendre conscience aussi de ces arbitrages, ces trade-offs, comme on dit en anglais, associés à la gestion forestière. Il faut faire le pari que réouvrir, redonner un espace démocratique à la forêt, c'est aussi redonner aux gens la capacité d'appréhender les trade-offs qu'il y a dans les décisions.
Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu facile. C'est que d'un côté, il y a les mauvais productivistes qui sont les gens de la filière et qui associés à l'État et aux politiques. Et puis, d'un autre côté, il y aurait les gentils environnementalistes qui diraient il faut protéger la forêt et pas y toucher. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc, je pense que cette posture-là est très caricaturale. Mais encore une fois, pour moi, c'est aussi, ça a des raisons institutionnelles. C'est parce que aussi, la manière dont est organisée la politique forestière ne favorise pas le double apprentissage des uns et des autres, des trade-offs, des compromis qui sont nécessaires pour des choix forestiers comme pour plein d'autres choix. C'est la forêt en particulier, mais c'est vrai pour beaucoup de choses. Le contexte de production de la politique forestière est particulièrement propice à cette forme de clivage entre, d'un côté, des intérêts professionnels et de l'autre, une vision idéalisée du public un peu détachée de ces enjeux-là. Donc en lien avec ce problème de légitimité, dans votre thèse, vous concluez par ces mots, je cite: la conclusion de ce travail de thèse pourrait être pessimiste et envisager la mutation de la politique forestière comme la manifestation de l'incapacité des gouvernants à prendre en main les changements contemporains. Néanmoins, elle prend plutôt le parti d'être optimiste et de considérer que cette mutation est révélatrice de l'existence d'une interdépendance croissante entre l'action collective et le politique. Seriez-vous aussi optimiste aujourd'hui ? Plus que jamais. Plus que jamais parce que cette conclusion, elle ouvre un sens, c'est peut-être un petit peu cynique de ma part, mais elle ouvre un sens plutôt académique, je dirais. Et effectivement, entre la fin de ma thèse, donc c'était à peu près en 2013 que j'ai dû écrire ça, et aujourd'hui, ce que j'ai constaté, c'est justement cette explosion du débat public autour de la forêt, qui a montré que ces enjeux-là forestiers que j'avais étudiés dans cette thèse, et que je pressentais moi, c'est pour ça que ça m'intéressait, ils portaient en germe énormément des enjeux de ce que moi je pensais que la question environnementale, puisque j'ai toujours travaillé sur cet enjeu environnemental, que la question environnementale pose à nos sociétés. Et je trouvais dans la forêt, moi, en germe, tout ça. Et je l'ai vu exploser, et c'est pour ça que je m'en réjouis. Parce que par rapport à quand j'ai fait ma thèse, où ces enjeux forestiers ou ces enjeux du bois étaient très très marginaux dans le débat public, aujourd'hui j'ai l'impression qu'ils prennent de plus en plus de place, et je m'en réjouis. Et avec effectivement tout ce qui va avec, c'est-à-dire tous les débats, toutes les frictions, mais c'est ce qui fait la beauté de la chose, c'est ce qui fait ce que je disais, c'est-à-dire cette mise en enjeu collectif de la forêt. Donc oui, je reste sur cette vision très positive, parce je ne dis pas qu'on va trouver les solutions, je ne dis pas que que ça va dans le bon sens, moi je ne sais pas forcément dans quel sens ça va. Ce que j'y vois, moi, c'est une évolution dans la dynamique politique qui se joue. Et une évolution qui va plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire vers une réintégration de cet enjeu forêt-bois dans le débat public, que ça reproblématise la manière dont la forêt est un enjeu collectif et comment on traite ça politiquement. Parce que jusque-là, c'était traité plutôt comme un enjeu individuel, puisque la forêt, depuis la Révolution française, est privée à 100%. Et donc, c'était une vision finalement très individuelle. Or, on se rend compte que c'est un enjeu collectif et qu'il faut inventer des outils pour gérer ça. Et ça, c'est passionnant. Donc, je reste optimiste. Merci pour cet optimisme. On en a bien besoin. Et la dernière question, c'est selon vous, ou selon votre idéal, à quoi pourrait ressembler la forêt des Landes dans 30 ans ? Alors c'est marrant parce que j'ai fait une prospective, j'ai travaillé sur des travaux de prospective, et on en a fait 2 d'ailleurs, parce que c'est l'exercice qui est intéressant, pas tellement la finalité. On a fait plusieurs exercices de prospective sur les Landes, il y en a même un qui avait fini en web documentaire, qui était très intéressant, avec des scribings, des vidéos, c'était très chouette. Donc on a fait plein de choses sur la forêt des Landes de demain. Alors me demander quel scénario je préfère des scénarios que nous avions constitués, j'ai du mal mon jeu à moi, mon travail à moi m'amène à pas vraiment, ce qui m'excite, c'est pas de savoir ce qu'il faut faire, c'est d'anticiper ce qui va arriver, finalement, parce que c'est ça mon métier. Et donc, j'ai pas vraiment de projection sur ce que je pense que ça devrait être. Alors, c'est pas pour ça que j'ai pas un avis, puisque j'habite ici, mais je profite de cette forêt. Mais ce qui m'excite, moi, c'est de savoir comprendre vers quoi ça va tendre. Et ce que je crois, c'est qu'on va tendre vers quelque chose de beaucoup moins homogène que ce qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir une approche de la forêt des Landes qui risque d'être plus plurielle. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas gérée comme un grand massif un et unique, comme elle l'a été aujourd'hui pendant beaucoup. Elle va être gérée de manière assez différenciée en fonction des territoires, je pense, en fonction de sous-territoires, en fonction d'orientation, en fonction de l'évolution aussi des enjeux économiques. Mais c'est très très difficile d'anticiper ce qu'elle sera demain. Ce que j'espère surtout, c'est qu'elle sera toujours là. Parce qu'aujourd'hui, l'inquiétude qu'ont beaucoup de gens du domaine forestier, c'est qu'on ait du mal à garder de la forêt.
y compris ici. Alors qu'elle fait 700 000 hectares. Oui. Il y a quand même une crainte qu'elle disparaisse. Il y a quand même une crainte qu'elle soit en tout cas très très endommagée, qu'on ait beaucoup de mal à la garder, oui. Donc l'enjeu de demain sera principalement, pas tellement de se dire comment on veut qu'elle soit, mais surtout comment est-ce qu'il faut qu'elle soit pour qu'elle reste là. Ou qu'elle reste en tous les cas, une forêt, il y aura toujours un espace, il y aura des trucs qui vont pousser. Mais en tous les cas, une forêt dans laquelle on arrive à y retrouver à peu près les choses qu'on attend, un petit peu de production de bois, un espace agréable esthétiquement, un espace avec de la biodiversité. Et tout ça risque d'être très compliqué à l'avenir, parce que on est aujourd'hui, et la France a plus ou moins s'est projetée dans un horizon à plus 4 degrés. Si on regarde l'état de la forêt française à plus 4 degrés, je vous jure, c'est pas très rassurant. Et qu'en tous les cas, il y a un défi gigantesque, à savoir comment on va pouvoir accompagner, parce qu'on va ne faire que ça, on va rien décider du tout, accompagner cette évolution-là, et être capable au mieux de faire en sorte que, oui, on puisse réussir à continuer à garder une forêt comme ça, qui rende autant de services. Et là, on va se rendre compte que, malgré toutes les critiques qu'elle a, l'intérêt de la forêt des Landes, c'est qu'elle est là, en forêt, qu'elle pousse, qu'elle génère un peu d'activité économique, et c'est pas sûr qu'on puisse maintenir ça partout. Donc c'est ça l'enjeu de demain. On était beaucoup à savoir est-ce qu'il faut faire de la forêt de production, de la forêt de protection. Je crois qu'aujourd'hui, juste la question, c'est comment est-ce qu'on va maintenir les forêts telles qu'elles sont là. Et ça, c'est l'enjeu d'adaptation. Et ce que je dis là, je ne l'aurais pas dit il y a 3 ans. Voilà. Ça va à une telle vitesse que, pour moi, l'incendie, notamment des Landes, a été une rupture fondamentale sur ce qu'est l'enjeu forestier. Et ça, c'est un des enjeux aussi pour le politique. C'est-à-dire qu'avant, ça évoluait relativement lentement, ça évoluait, les enjeux changeaient, mais sur des trajectoires très lentes. Là, on est sur des accélérations qui sont très, 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 très rapides. Et en l'espace de 3 ans, des stratégies peuvent totalement tomber à l'eau. C'est le cas avec la forêt. Je terminerai juste en haut, c'est pas très optimiste, mais il y a 5 ans, la forêt française était un puits de carbone assez conséquent, donc elle stockait du carbone tous les ans qu'on émettait. Aujourd'hui, elle en stocke 2 fois moins qu'à cette époque, qu'il y a 5 ans. Et selon certains scénarios, d'ici, entre 2026 et 2030, elle deviendrait émettrice de carbone. Donc c'est dire à quel point, et réfléchir à une politique forestière en considérant la forêt comme un puits, et après l'envisager comme une source, c'est pas la même chose. On est là, on touche du doigt à quelque chose de fondamental qui nous renvoie aussi à une autre dimension du politique et qui m'intéresse dans la forêt, et certains collègues à moi essayent de travailler un peu, c'est la matérialité dans le politique. C'est que là, ça nous renvoie à une vraie question matérielle. Comment on traite cet enjeu matériel qui est un phénomène physique puissant et comment on l'intègre en politique. Ça, c'est un vrai enjeu. C'est compliqué pour les sciences politiques, qui ont eu l'habitude de raisonner dans des espaces un peu virtuels, ou non matériels. Là, il y a une vraie matérialité. Ouais, là, il y a une vraie matérialité qui est dure à gérer, et avec tout ce que ça implique, un ensemble d'enjeux techniques, scientifiques, technologiques, qui sont compliqués à gérer, parce qu'en plus, cette matérialité-là, elle est porteuse effectivement d'enjeux très techniques, très matériels, mais aussi d'une dimension symbolique et idéologique forte. Cette matérialité-là, elle est aussi symboliquement très forte. Et c'est en ça que ça défie vraiment les politiques de demain. C'est pour ça que c'est un sujet que je trouve, moi, très passionnant. Et je trouve d'autant plus passionnant quand c'est l'économie directement qui est confrontée à ça. C'est pour ça que moi, ce à quoi je m'intéresse maintenant de plus en plus, c'est la dimension économique de ces forêts. Parce que je trouve ça, voilà, à mon avis, l'élément central qui va changer, c'est aussi notre rapport à l'économie. C'est pour ça que cet objet forêt-bois m'intéresse beaucoup et que j'aime toujours travailler dessus, depuis cette thèse et malgré cette thèse. Merci beaucoup pour être venu répondre à mes questions. Merci, c'était très intéressant, les questions étaient très pertinentes. Super, merci beaucoup.